Le texte, disponible sur le site l'affairedusiècle.net, frôlait dimanche en matinée les 1 520 000 de soutien et vise 2 millions. Ces signatures ont été recueillies en 5 jours puisque l'initiative de Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association Notre Affaire à tous a été rendue publique lundi. Cette mobilisation montre que les questions liées au réchauffement climatique et à la biodiversité sont au centre des préoccupations des citoyens. Pour les initiateurs, les citoyens ont envie de passer à l'action. Cela renforce dans l'espoir que le gouvernement ne reste pas sans réponse. En effet, les ONG ont adressé lundi une requête préalable au gouvernement qui a 2 mois pour répondre. Elle prévoit dans un second temps, en mars probablement, d'introduire un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française. Face au dérèglement climatique, les recours en justice se multiplient dans le monde contre l'insuffisance des mesures prises. Aux Pays-Bas, un tribunal saisi par l'ONG Uganda, au nom de 900 citoyens, a ordonné en 2015 à l'État de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici à 2020. Le jugement a été confirmé en octobre. Dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de l'AMISOM, l'Union africaine a demandé au Burundi de rapatrier 1000 soldats déployés en Somalie d'ici le 28 février. Tout en demandant à son gouvernement de plaider sa cause auprès de l'Union africaine, l'armée burundaise a indiqué ce dimanche être opposée à cette décision. Selon un communiqué du porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyerke, l'armée conteste cette décision de la Commission de l'Union africaine de ne rapatrier que des soldats burundais au lieu de rapatrier des soldats de chaque pays contributeurs au prorata du nombre de soldats déployés en Somalie. L'armée burundaise estime que la décision n'est pas conforme aux conclusions de la dernière réunion du comité de coordination des opérations militaires de l'AMISOM le 30 novembre à Addis Abeba. Or, une note verbale consultée indique que la Commission de l'Union africaine s'est appuyée sur ces conclusions pour prendre sa décision. Mais selon un haut responsable de l'Union africaine, la décision de ne rapatrier que des soldats burundais est motivée par le fait que le contingent burundais a un problème aigu de matériel militaire. Actuellement, quelques 5400 militaires burundais sont déployés en Somalie, soit le 2e plus gros contingent des 21 500 soldats de l'AMISOM derrière l'Ouganda, qui compte 6200 hommes. Les présidents tchadiens et français ont conjointement mené une conférence de presse ce dimanche. C'était au cours de la visite d'Emmanuel Macron à N'Djamena, au cours de laquelle les 2 chefs d'État se sont prononcés sur l'activité du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Autre sujet au menu de la conférence de presse, l'organisation des élections législatives et municipales plusieurs fois reportées, pour laquelle le président français a annoncé le soutien de la France. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Nous ne devons pas oublier que depuis le début de notre implication au Levant, la coalition internationale, dont les États-Unis d'Amérique sont la force principale et la charnière, ont opéré en Syrie avec un appui, les FDS. À l'occasion, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France pour renforcer la coopération régionale sous toutes ses formes contre le groupe djihadiste. Idriss Déby Itno, quant à lui, a précisé que la force anti-djihadiste du G5 Sahel, qui a déjà reçu environ 150 millions d'euros sur les 400 millions promis par la communauté internationale, commencera en janvier des opérations ponctuelles avec le matériel disponible. Les dirigeants des pays de la région du lac Tchad se sont retrouvés au Nigeria pour donner une nouvelle impulsion à la lutte contre Boko Haram. C'est la force multinationale mixte regroupant des militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun qui est le fer de lance des pays de la région contre Boko Haram.
Des dizaines de sacs contenant des corps de victimes ont été extraits lundi de bâtiments démolis par le tsunami en Indonésie. Les secouristes continuaient à rechercher des survivants de cette catastrophe qui a fait au moins 373 morts, plus de 1400 blessés et 128 disparus selon le dernier bilan de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Les experts mettent en garde contre le risque de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique. Le tsunami a été causé par l'effondrement sous-marin d'une partie d'un volcan en éruption. Il s'agit d'un phénomène rare qui peut se reproduire maintenant que le volcan, l'Anak Krakatoa, est déstabilisé, selon des experts. Ce volcan est particulièrement actif depuis le mois de juin, souvent secoué. Une éruption un peu plus forte que les autres ou qui a simplement été celle de trop a fait tomber un flanc du volcan, d'après un volcanologue. L'Indonésie compte 127 volcans actifs et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone où tremblements de terre et éruptions volcaniques sont fréquents. D'autres experts évoquent une marée particulièrement forte en ces jours de pleine lune. Autre facteur aggravant, le tsunami a également surpris la population la nuit. Afin de réduire les risques, il faudrait cartographier les fonds marins autour d'Anak Krakatoa à la recherche d'indices sur de futurs glissements de terrain. 2 explosions et des coups de feu ont été entendus ce mardi matin dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères à Tripoli, la capitale libyenne. Selon la chaîne officielle du gouvernement d'Union, qui cite des sources anonymes au sein des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, l'attaque a été menée par plusieurs assaillants terroristes. Selon une source de sécurité se trouvant sur place, au moins une personne, un fonctionnaire, a été tué dans cette attaque. Selon cette même source, une voiture piégée a tout d'abord explosé devant le bâtiment, amenant des forces de sécurité à se rendre sur le site. Des combats ont alors éclaté à l'intérieur avec 3 ou 4 assaillants. Une deuxième explosion provoquée par un kamikaze a ensuite eu lieu au 2e étage. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale et dans l'Est, un cabinet parallèle appuyé par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Ce chaos politique et sécuritaire a favorisé l'émergence de groupes djihadistes qui ont commis de nombreuses attaques ces dernières années. L'Union de la presse au Libéria s'est dite préoccupée par l'hostilité renforcée contre la presse au sein du cercle du pouvoir du président George Weah. La déclaration a été faite par le syndicat des journalistes du pays qui a rappelé à l'ancienne star du football au pouvoir depuis presque un an ses engagements, notamment celui de garantir les libertés civiles, dont celle de la presse. Elle intervient après que le ministre des Finances Samuel Towe, un proche du président libérien, ait déclaré lors d'un meeting ce week-end au siège du CDC, le parti au pouvoir, que le gouvernement s'armerait pour dénoncer les mensonges de la presse. Cette menace intervient après la publication d'un article par le quotidien libérien Front Page Africa dans lequel il était affirmé que le ministre des Finances et l'un de ses collègues, le ministre d'État Nathanael McGill, avait justifié des dépenses par le paiement d'arriérés dus à une entreprise de bâtiment depuis l'époque où le Libéria était dirigé par l'ex-chef de guerre Charles Taylor, devenu président. Le journal avait laissé entendre qu'il s'agissait d'une manière de détourner des fonds publics. Des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus et bloqué la rue principale du centre-ville de Kasserine, située à 270 km de Tunis. La police, elle, avait répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que 6 membres des forces de sécurité avaient légèrement été blessés lors des affrontements et 9 personnes arrêtées. Au commencement, le journaliste Abdel Razak Zorghi, alors âgé de 32 ans, qui est décédé après s'être immolé par le feu. Il affirmait vouloir protester contre le chômage et la dégradation de la situation économique dans la région de Kasserine.
Pour les fils de Kasserine qui n'ont pas de moyens de subsistance, aujourd'hui je vais commencer une révolution, je vais m'immoler par le feu, a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a publiée avant sa mort. Le syndicat national des journalistes tunisiens a déclaré qu'il envisageait d'organiser une grève générale dans le secteur des médias. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations sociales au cours desquelles la police avait tué des manifestants. Malgré les progrès de la transition démocratique depuis et un récent retour à la croissance économique après des années de stagnation, les autorités tunisiennes peinent toujours à répondre aux aspirations sociales des Tunisiens. Cette rencontre était également l'occasion d'examiner les causes régionales. La Turquie a une opinion concernant ces causes, en commençant par la Syrie et sur ce que pourrait être une solution politique pour le pays, ainsi que la situation sécuritaire en Syrie. Nous avons échangé des idées et opinions concernant ce dossier important. Nous voyons que le Premier ministre israélien Netanyahou est très tendu ces jours-ci car il a compris qu'il ne pourra plus diviser la Syrie. Et à vrai dire, Netanyahou a soutenu depuis un bon moment l'organisation terroriste PKK et le YP, les Kurdes, qui sont actifs en Syrie. Et il soutenait ces organisations, mais il a compris maintenant qu'il est incapable de diviser la Syrie. Lors d'une réunion avec les chefs des services de sécurité et des renseignements, Omar El-Béchir a annoncé que l'État va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens. Le chef de l'État soudanais a également appelé les Soudanais à ne pas croire à ce que disent les leaders du mouvement de contestation. Il s'agit de la première réaction du président soudanais au mouvement de contestation sociale qui dure depuis 7 jours. Le mouvement de colère d'une partie de la population, qui a touché jusque-là une dizaine de villes, a été déclenché le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Une grève a débuté ce lundi à l'appel d'un rassemblement de professionnels de différents secteurs après 5 jours de manifestations. Les hôpitaux ont été les premiers à rejoindre ce mouvement. Depuis le début de la contestation, les manifestations ont fait au moins 8 morts selon des responsables du pays. Mais des bilans plus lourds sont évoqués par Amnesty International et l'opposition qui parlent respectivement de 37 et 22 morts. Des centaines de personnes ont encore manifesté ce mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel. Pour avoir préparé en 2014 un mouvement insurrectionnel et déstabilisateur baptisé Opération Jéricho contre le gouvernement national, 9 militaires vénézuéliens ont été définitivement condamnés à des peines de prison. Les peines vont de 5 à 8 ans d'emprisonnement. Parmi les condamnés figurent le général Osvaldo Hernandez, le lieutenant-colonel à la retraite José Delgado et 7 autres officiers des armées de l'air, de terre et de la marine selon un communiqué du tribunal suprême. Ils avaient été arrêtés en mars et mai 2014. La plus haute juridiction a confirmé les peines prononcées en première instance après que sa chambre de cassation et une cour martiale eurent rejeté les appels déposés par les militaires. Selon des extraits du dossier publié par la presse, le projet consistait à s'emparer de détachements militaires, à arrêter Nicolás Maduro et d'autres dirigeants du chavisme et à susciter une mobilisation citoyenne pour renverser le gouvernement. Nicolás Maduro, dont le premier mandat a vu le pays sombrer dans la pire crise économique de son histoire récente, entamera un deuxième mandat de 6 ans le 10 janvier. Et ce, après sa victoire à la présidentielle de mai dernier, contestée par l'opposition et dont le résultat n'a pas été reconnu par les États-Unis, l'Union européenne et la plupart des pays d'Amérique latine.